Le trouble développemental de la coordination, ou TDC, est l'appellation officielle qui définit une atteinte neurodéveloppementale affectant environ 5 à 10 des enfants d'âge scolaire. Parfois aussi appelée dyspraxie ou trouble de l'acquisition de la coordination, TAC, cette pathologie se manifeste par une difficulté d'apprentissage de compétences liées à la motricité globale ou à la motricité fine, telles que l'organisation, la planification, l'exécution et la coordination, et ce, en fonction du niveau attendu pour l'âge et en fonction des opportunités d'apprentissage qui se présentent à l'enfant évalué. En d'autres mots, l'enfant présentera une certaine maladresse et imprécision dans ses gestes. Il aurait aussi plus de difficultés et une lenteur caractéristique à l'apprentissage d'une tâche. Plusieurs autres déficiences peuvent aussi être observées, notamment au niveau de la proprioception, de la perception visuelle, de l'attention visuo-spatiale et des fonctions exécutives. Le TDC entraîne une déficience fonctionnelle globale qui affecte notamment la performance scolaire ainsi que la réalisation d'activités quotidiennes variées telles que les soins d'hygiène comme le brossage de dents et l'habillage, des activités de loisirs comme le bricolage ou faire du vélo, et même au niveau de la participation sociale dans des contextes sportifs ou de jeux lors des récréations d'école par exemple. Cette vidéo se veut une vulgarisation sommaire de la théorie des neurosciences en lien avec le TDC, des répercussions sur la fonction et sur les occupations ainsi que des interventions et des traitements possibles avec une emphase sur le rôle de l'ergothérapeute. Donc, pour ce qui a trait des impacts fonctionnels pour les jeunes vivant avec un TDC, on va utiliser l'approche top-down autant en ergothérapie qu'en réadaptation. L'approche top-down est donc celle utilisée dans ce vidéo. Cependant, Ramon et al. 2023 soulignent que l'approche bottom-up est une approche qui est peu utilisée, peu étudiée, mais qui comporterait tout de même des avantages. Peu Jarinet et Galpiati 2020 soulignent que tous les domaines d'activité peuvent être altérés, que ce soit les soins personnels, la productivité et les loisirs. Selon Bazin, les difficultés à accomplir les activités de la vie quotidienne impacteraient la confiance, la motivation et la qualité de vie, ce qui pourrait pousser à l'isolement, à l'évitement social, par exemple ne plus aller jouer au parc. Selon INSERM, au sujet des soins personnels, l'enfant pourrait avoir des difficultés à se brosser les dents, se coiffer, couper sa viande ou encore s'habiller. Sur ce dernier point, selon le CHU, l'enfant pourrait inverser le sens de ses vêtements ou encore exécuter l'action avec lenteur. L'inversion réfère au traitement de l'information spatiale et sensorielle par le lobe pariétal, alors que la lenteur pourrait s'expliquer par des difficultés à automatiser les mouvements par le cervelet ou encore par une certaine maladresse au niveau du contrôle moteur volontaire du lobe frontal, la coordination des mouvements du cervelet ou encore la régulation des mouvements par les ganglions de la base. Plus souvent qu'autrement, il en résulte que les parents viennent à aider l'enfant, ce qui augmente sa dépendance pour les soins personnels. Encore une fois, selon le CHU, côté productivité, les enfants pourraient avoir des difficultés dans les habiletés langagières écrites et orales, dans la prise des outils, manipuler des jouets, le bricolage, dessiner, coloriage, etc. Concernant l'écriture écrite, c'est une activité qui représente quand même 30 à 60% des activités académiques des enfants, selon INSERM, puis on remarque des difficultés de dysgraphie, une écriture encore une fois lente, peu lisible, moins fluide, bref, des difficultés assez importantes. Donc d'une part, le manque d'automatisation des mouvements par le cervelet pourrait expliquer la lenteur. Du côté de la maladresse, les difficultés dans le contrôle du mouvement volontaire par le lobe frontal expliqueraient des difficultés dans l'écriture, mais également la coordination des mouvements, donc dans la formation des lettres, autant cervelet que lobe frontal, et la régulation des mouvements par les ganglions de la base, donc avoir une belle écriture nette. Donc côté imprécision, on va remarquer des enfants qui ont de la difficulté à écrire entre les deux lignes, donc ça serait en réponse à une atteinte du lobe pariétal au niveau de l'intégration visio-spatiale. Bernadette et al. 2016 rapportent qu'un impact significatif des difficultés de transcription aurait également une répercussion sur la qualité des compositions écrites de l'enfant. Cela laisse entendre qu'une meilleure calligraphie améliorerait la qualité globale des travaux écrits des enfants. Abordons maintenant l'impact sur les loisirs. Selon le CHU, l'enfant va avoir des difficultés à initier, maintenir le jeu entamé. Donc, il va éviter les sports, il va pas aimer les jeux de balle, il va avoir des difficultés avec les jeux d'équipe, il va être maladroit, par exemple au hockey, à la corde à danser, à la natation. Il peut être blessé souvent aussi dans un contexte sportif, donc en lien avec la maladresse. Ses capacités de construction et d'assemblage vont être inférieures à celles de ses pairs. L'exemple classique qu'on donne en lien avec le TTC, c'est l'exemple de faire du vélo. Une activité qui demande équilibre, coordination et contrôle postural. Donc,
L'enfant va avoir des difficultés dans l'ajustement postural anticipatoire, des difficultés aussi dans les situations sensorielles complexes et dans la coordination visio-spatiale. Donc, côté équilibre, c'est le cervelet. Dans les situations multisensorielles, exemple les lumières, les voitures, le vent, ça va être le lobe pariétal qui va être en jeu. Alors que dans des sélections de mouvements, donc choisir le bon mouvement en fonction de la situation, c'est les ganglions de la base. Dans le contrôle des mouvements volontaires, lobe frontal. Au niveau de la coordination bimanuelle entre la main gauche et la main droite, le corps calleux. Et l'intégration visio-spatiale, ça va être le lobe pariétal. Malgré de nombreuses recherches dans le domaine, la communauté scientifique n'a pas encore atteint un consensus sur les causes exactes du TDC. Magna, Xavier, Zamouri et Cohen mentionnent dans leur revue de la littérature de 2015 que l'imagerie neuronale des enfants atteints montre des schémas d'activation différents de sous-parties de zones cérébrales pendant une tâche impliquant la motricité ainsi que l'attention et ou l'inhibition par rapport à des enfants typiques. En d'autres mots, on observe une perturbation de la synchronisation des activités entre différentes régions du cerveau. Il pourrait s'agir d'une coordination déficiente entre les réseaux sensorimoteurs et d'autres réseaux fonctionnels, ou encore d'un déficit dans l'allocation des ressources neuronales et attentionnelles du système sensorimoteur. Ces irrégularités ralentiraient le traitement de l'information qui induirait des mouvements lents, maladroits ou inefficaces caractéristiques du TDC. L'hypothèse est que cela serait dû à un développement cérébral atypique, mais les auteurs précisent que l'approche des causes du TDC doit demeurer multifactorielle, notamment en raison de la diversité des profils cliniques neurodéveloppementaux. Les atteintes à différents niveaux de nombreuses structures cérébrales sont suspectées, mais nous nous attarderons uniquement au principal. Le cervelet est la structure souvent associée au TDC à cause de son rôle dans la gestion de l'équilibre, la coordination motrice et l'ajustement des mouvements fins. Une atteinte engendrerait des gestes moins précis et des problèmes de coordination. Tandis qu'une atteinte dans le lobe frontal au niveau du cortex moteur et prémoteur impliquait respectivement dans l'initiation et l'exécution des mouvements volontaires ainsi que dans l'intégration de l'information somatosensorielle et la coordination des mouvements complexes entraînerait des problématiques quant à la planification et l'exécution des mouvements lors de la réalisation d'une tâche. Les ganglions de la base jouent aussi un rôle important dans le contrôle moteur et la sélection des mouvements appropriés pour une tâche. En effet, une atteinte induirait des gestes saccadés et une difficulté de l'automatisation des mouvements. On poursuit avec le corps calleux qui connecte les deux hémisphères cérébraux entre eux et leur permet donc de communiquer. Dans le TDC, il y a une altération de la transmission des informations entre les deux hémisphères qui peut causer une difficulté de coordination comme le fait d'utiliser les deux mains simultanément par exemple. La dernière structure, mais non la moindre, est le cortex somatosensoriel primaire qui est situé dans le lobe pariétal. Les recherches montrent que cette structure est moins performante dans le cas du TDC. En effet, elle est essentielle au traitement des informations sensorielles et proprioceptives du corps qui sont cruciales pour guider les mouvements. Et une déficience de cette région cérébrale complique la coordination et l'ajustement des mouvements dans l'espace. En ce qui concerne les principes de traitement du trouble développemental de la coordination, les évidences scientifiques se penchent davantage sur les traitements s'adressant à une clientèle pédiatrique plutôt qu'à une clientèle adulte. Les traitements probants constituent en grande partie des interventions effectuées sous forme de thérapie. L'unique traitement par médication trouvé auprès des données probantes porte sur le méthylphénidate ou de son synonyme MPH. Il s'agit d'une médication souvent utilisée auprès d'une clientèle pédiatrique avec un trouble déficitaire de l'attention et ou un trouble développemental de la coordination. Selon nos recherches, cette médication est reconnue pour réduire les difficultés d'attention et de coordination motrice. Cependant, la prise de la médication ne peut être considérée comme l'unique traitement thérapeutique en ce qui concerne la clientèle. À titre de rappel, l'expertise de l'ergothérapeute touche à la fois la fonction et l'occupation. Comme on l'a vu tout à l'heure, les jeunes vivant avec un TTC ont des impacts fonctionnels importants, ce qui justifie une consultation en ergothérapie. La méthode COOP, Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, démontre grandement son effectivité auprès de la clientèle. Il s'agit d'une intervention centrée sur le client qui dure 10 semaines et qui se focalise sur l'acquisition d'habiletés, le développement de stratégies cognitives, l'application de ces stratégies et la généralisation, transfert des acquis à des activités de la vie quotidienne. Cette approche s'avère efficace pour encourager l'apprentissage, le maintien et le transfert de stratégies reliées à la performance d'habiletés motrices fines et grossières. Elle permet donc l'amélioration des fonctions motrices et fonctionnelles du client. De plus, selon l'article de Cameldeep K. Gill,
L'approche coop permet l'amélioration de l'autorégulation et de la régulation des émotions. Par ailleurs, il existe également des interventions s'appuyant sur les habiletés motrices qui démontrent leurs effectivités auprès de la clientèle vivant avec un trouble développemental de la coordination. En lien avec le schéma MSA, vu en cours de base de raisonnement clinique, ces interventions couramment utilisées en ergothérapie permettent l'amélioration de la performance motrice, tout particulièrement au niveau de la motricité globale et fine. Elles favorisent également l'amélioration des habiletés cognitives, psychologiques et émotionnelles de la clientèle. En résumé, le trouble développemental de la coordination est une pathologie complexe pour laquelle la cause exacte est encore inconnue. Plusieurs structures neuronales sont suspectées d'être atteintes lors d'un développement atypique du système nerveux, mais ce que l'on constate surtout lors d'imagerie médicale d'enfants atteints, ce sont des schémas de communication plus lents ou différents entre les structures impliquées par rapport aux enfants typiques. Cette maladie serait d'ailleurs sous-diagnostiquée. On constate également qu'elle a des répercussions dans tous les domaines de la vie de l'enfant, soit les soins personnels, la productivité, ainsi que les loisirs et tout ce qui en découle en termes de participation sociale. Les données probantes, surtout en pédiatrie, montrent que les interventions en ergothérapie sont bénéfiques pour la clientèle. La méthode coop serait la plus privilégiée et elle pourrait être appuyée par un traitement pharmacologique, notamment dans le cas de comorbidité. La littérature scientifique actuelle témoigne de peu d'études menées par IRM sur des jeunes vivant avec un TDC. Cependant, cela va être porté à augmenter, ce qui va permettre d'éclaircir certaines hypothèses en lien avec le développement de cette pathologie. Ceci conclut notre vidéo. Nous n'avons couvert que succinctement cette pathologie, mais nous espérons avoir contribué à votre compréhension du TDC.